Donc là, on a eu le panorama de ce qui se passait avant Einstein. Donc maintenant, on va rentrer dans la physique d'Einstein. On va commencer avec Françoise Combe qui va nous parler de relativité, constante cosmologique. C'est intéressant d'ailleurs de voir, je dis ça pendant que Françoise s'installe, de voir combien la relativité était présente et omniprésente dans les conférences qu'Einstein a faites dans ce qui nous intéresse là, au Collège de France. C'est-à-dire que c'est Langevin qui avait organisé ces conférences, donc une première grande conférence où il y avait à peu près 200 personnes et puis après des ateliers plus privés, et tout portait uniquement sur la relativité, alors que Einstein avait, en 1922, fait beaucoup d'autres choses. Mais la relativité, aussi bien restreinte que générale, restait vraiment le sujet qu'il fallait débattre. Et donc, on va commencer par ce sujet-là, avec ce qui est donc peut-être la plus grande erreur d'Einstein, et je ne sais pas si c'est vraiment une erreur, mais Françoise va nous l'expliquer. Donc, Françoise est professeure au Collège de France sur la chaire Galaxie et Cosmologie. Et voilà, je lui laisse la parole. Bonjour à tous. Donc, en effet, je vais parler de cette fameuse erreur que vous connaissez tous, hein, la plus grande erreur d'Einstein. Est-ce que c'est vraiment une erreur? On va le voir. Et déjà, je commencerai par préliminaire qui sont vraiment passés à côté d'une autre découverte et peut-être une autre erreur encore plus grande. En 1917, comme vous le savez, donc Einstein introduit sa constante cosmologique. Et j'anticipe un peu, je vais décrire pourquoi il l'avait introduite. Hein, c'était pour avoir un univers statique. Mais vous voyez un petit peu je ne parlerai pas beaucoup d'équations, mais au moins présenter celle-ci. On a bien rappelé que la gravité pour Einstein, en relativité générale, en 1915, il avait dit que la force de gravitation était une déformation de l'espace. Et donc, il avait écrit cette équation, la géométrie de l'espace, le tenseur de Ricci, déformation de l'espace, est fonction de la quantité de matière, énergie, tenseur, impulsion, énergie, ici. Donc, c'est un peu l'équation d'Einstein, c'est ça. La déformation de l'espace qui est fonction de la densité d'énergie et d'impulsion qu'il y a dans l'univers. Et puis, il avait rajouté ce lambda, cette constante d'intégration, si on veut, d'un côté, qui était le facteur géométrique. Tout de suite après, 1918, Erwin Schrödinger, dont vous voyez le portrait ici, avait remarqué que finalement, on pouvait l'interpréter autrement. C'est-à-dire, on pouvait très bien le faire passer dans l'autre terme, à droite, c'est-à-dire être pas seulement dans la géométrie de l'espace, mais dans le contenu de l'univers. Et c'est là que j'ai trouvé dans cet article que j'ai lu très récemment de Alex Harvey, un historien de New York en 2012, qu'il avait déjà pressenti que ce terme-là était équivalent à une énergie noire. On sait qu'aujourd'hui, depuis une vingtaine d'années, on a découvert l'énergie noire, justement. On a remis au goût du jour l'erreur d'Einstein, le lambda. Et il avait dit, Schrödinger, que ce lambda pouvait être équivalent à une pression négative. Ce que Einstein répond à Schrödinger en disant, bon, il a bien vu cette possibilité, mais vraiment, il l'a considérée comme indigne d'intérêt. Comment ça? Il est vraiment passé à côté. Il avait même dit à Schrödinger qu'il trouvait bizarre, qu'il avait en effet pensé à cette possibilité, mais il y en a deux en fait. Soit cette pression est une constante, à ce moment-là, cela revient à le mettre de l'autre côté, d'un côté ou de l'autre, c'est une constante, donc c'était la proposition d'Einstein, ou alors ce n'est pas une constante, c'est la dynamique, c'est ce qu'on travaille aujourd'hui, c'est pour ça que je fais le parallèle, c'est qu'il faut ajouter à ce moment-là la loi de variation de cette pression, cette énergie noire. Et elle va dépendre donc peut-être des constantes de la géométrie de l'univers ou alors de l'impulsion énergie, c'est-à-dire la continue de l'univers. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train d'essayer de chercher cette énergie noire qui a une énergie ρ et dont la pression est négative. Donc il y a ce fameux facteur de proportionnalité W. On sait que W doit être inférieur à moins un tiers, je vais y revenir. Et on essaie de chercher ça. Mais à l'époque, donc Einstein voulait peut-être le trouver. Il tentait à l'époque d'unifier ce champ de gravitation avec les champs électromagnétiques, donc François en a parlé récemment, et de trouver une théorie dualiste en fait entre les particules et le champ. Il faut dire quand même à cette époque, les particules c'était que les protons et les électrons. On a du mal à se rappeler le peu de choses que l'on savait au début du XXe siècle. Donc Einstein refuse de considérer ceci de façon dynamique, donc c'était juste une constante. Il pensait qu'on allait voir une boîte de Pandore. Et en ceci, il avait raison. Hein, on a ouvert une boîte de Pandore. On va voir tout à l'heure que cette énergie du vide, de cette ρ ici, va être 10 puissance 120 fois ce qui est observé. Donc j'extrapole, mais voici cet article, si vous êtes intéressé par toute cette histoire, de Alex Harvey en 2012.
Alors, justement, ceci est une limitation de ce qu'avait fait Einstein par ses articles merveilleux en 2015. Il avait montré que l'expérience de pensée pouvait résoudre et anticiper les problèmes. Et en fait, sur l'univers, il s'est trompé plusieurs fois. Et justement, ça veut dire qu'il faut revenir à l'univers et à l'expérience. On ne peut pas passer à côté. Donc, je voulais faire un petit rappel de ce que l'on connaissait en 1920, lorsque Einstein a proposé cette constante. Qu'est-ce qu'on savait sur l'univers? Eh bien, pas grand-chose. Et c'est ça qui est assez faramineux. Pourtant, c'est pas loin, il y a 100 ans. On ne savait même pas la taille de l'univers, on ne savait même pas que les galaxies existaient. Il y avait une très forte querelle entre Harlow Shapley et Hébert Curtis, que je vais rappeler ici, sur l'existence même des galaxies, des mondes à part. Alors, qu'est-ce qu'on connaissait? Il y avait quand même Vesto Slipher aux États-Unis qui avait remarqué qu'il y avait un effet Doppler de toutes les nébuleuses. On appelait ça nébuleuses, comme la nébuleuse d'Andromède, qui aujourd'hui on sait très bien est la galaxie spirale la plus proche de nous, bien connue, mais on l'appelait nébuleuse. Déjà, on s'était un petit peu trompé sur l'état de cet objet. Nébuleuse, ça veut dire nébuleuse comme Orion. Une nébuleuse, ça veut dire du gaz diffus. Hein. Ce n'est pas un amas d'étoiles. Les étoiles, c'est quelque chose de très dense. C'est bien comme le Soleil, une boule de gaz, mais enfin une boule de gaz qui a à peu près 1 gramme par centimètre cube, c'est-à-dire le nombre d'Avogadro, 10 puissance 23. Alors que les nébuleuses, c'est 1 particule par centimètre cube. Donc c'est quelque chose de très diffus. On confondait un peu les deux. Donc ici, Slipher avait déjà détecté que toutes les nébuleuses s'éloignaient de nous par effet Doppler, on appelait la récession, on ne savait pas pourquoi, hein, pas encore d'expansion de l'univers. Et puis Jacobus Captain avait fait un petit peu recensement de toutes les étoiles qu'il y avait autour de nous. On appelait la Voie lactée, puisqu'on voyait dans le ciel une voie qui est un peu liteuse. Bon, on sait qu'aujourd'hui que la Voie lactée, c'est notre propre galaxie, mais à l'époque, ce n'était pas une galaxie, c'est une Voie lactée. Et on faisait la même défaut qu'avant Copernic, on pensait que le Soleil était au centre de la Voie lactée et que toutes les étoiles tournaient autour de nous, comme autrefois, la Terre était au centre et puis tout le système planétaire et même le Soleil tournait autour de nous. Là, encore une fois, hein, au début du XXe siècle, on n'avait encore pas compris le principe copernicien, qu'on n'était pas au centre de l'univers, ce qui est très drôle. Il y avait aussi de ce qu'on appellerait aujourd'hui les fake news, qui troublaient un peu l'aspect. Il y avait Van Manen qui avait mesuré les mouvements propres, pas seulement l'effet Doppler, mais les mouvements propres. Alors, les mouvements propres de ces nébuleuses, il avait prétendu dans un article les mesurer. Donc, elles bougeaient très vite. En fait, ce n'était pas vrai. On ne peut pas mesurer les mouvements propres, même à l'époque, même aujourd'hui, les mouvements propres des galaxies qui nous entourent. Donc, les nébuleuses, elles sont pratiquement fixes. Mais il y avait des erreurs de mesure énormes. Il avait prétendu les mesurer. Donc, évidemment, elles bougeaient très vite. Et on était obligé de les mettre très proches et non pas très loin. Pardon. Donc, cet article avait aussi obscurci le débat. Il y avait Cornelius Easton, qui quand même était le premier à avoir vu qu'il y avait des bras spiraux dans la Voie lactée. Hein. Vous voyez un petit peu le dessin qu'il faisait. Alors, le Soleil est toujours au centre, hein, tout tourne autour de nous encore, mais il y avait des bras spiraux, ce qui faisait un petit lien avec des galaxies spirales. On avait quand même, depuis Messier, hein, c'était depuis longtemps, la galaxie des chiens de chasse qui avait des bras spiraux. Donc, on pouvait se penser que notre galaxie était un peu comme Messier 51, par exemple. Alors, dans le débat, les arguments, qu'est-ce qu'on connaissait en 1920? On connaissait quelque chose de très très précieux et qui est dû à Henrietta Leavitt. Certains ont dit qu'elle aurait dû avoir le prix Nobel, mais bon, c'était une femme à l'époque, donc on ne pouvait pas. Donc Henrietta Leavitt avait systématiquement regardé des étoiles variables. Elle en avait détecté 2000 variables et avait découvert une relation entre la période de variabilité de la luminosité des étoiles avec la luminosité intrinsèque. Il y avait une relation très précise. Et ça, c'est très précieux. Pourquoi? Parce que ça permet d'indiquer les distances, justement. On ne savait pas, dans l'univers, le gros problème, c'est savoir, quand on observe quelque chose, où c'est. Quelle est sa distance? Et donc, lorsque vous avez quelque chose de variable, vous mesurez la période, vous avez la luminosité intrinsèque, et comme vous avez la luminosité apparente, vous avez la distance. C'est encore ces céphéides, ces étoiles variables, qui nous sont un outil très très précieux encore aujourd'hui pour déterminer la constante de Hubble. Donc, c'est une découverte que l'on avait à l'époque en 1920. Alors, ce débat, hein, que je ne vais pas détailler en gros, entre Shapley et Curtis, il y avait du pour et du contre. Certains arguments étaient valables. Ici, pour Shapley, toutes les nébuleuses étaient dans la Voie lactée. On était dans le même monde. On n'avait pas de galaxie à part. Et pour cela, il avait une taille de la Voie lactée, taille de la galaxie, 100 kg par sec. Un parsec, c'est 3 années-lumière. Donc, quelque chose d'énorme. Alors que Curtis, là, avait raison.
le diamètre n'est que 10 km/s, c'est celui qu'on connaît aujourd'hui, et il pensait que Andromède et toutes les nébuleuses qu'on avait découvertes étaient des galaxies, des mondes à part. En ceci, il avait raison. Par contre, il ne croyait pas du tout aux céphéides, en quoi il avait tort. Lui, il y croyait. Et puis, pour la récession des nébuleuses, les vitesses qui s'éloignent de nous, comme Shapley pensait que c'était des nébuleuses de gaz, bon, mais il avait expliqué ça avec la pression de radiation, qui après tout était peut-être possible, et lui, il ne s'expliquait pas du tout. Donc, vous voyez un peu le genre de débat. Ce qu'avait quand même trouvé de bien Shapley, qui avait tort sur les galaxies, c'est que le Soleil n'était pas au centre de la galaxie. Il l'avait trouvé avec les amas globulaires. Les amas globulaires, ce sont des amas d'étoiles qui font 100 000 étoiles, et donc qui sont des jalons un petit peu de la structure de la galaxie. Et donc il pensait que ces amas globulaires nous donnaient une petite idée du volume de notre galaxie, et le centre de la galaxie, il l'avait trouvé, n'était pas au Soleil. Bon, ces distances-là sont modernes. On les a connues seulement après 1950, ce qui est quand même faramineux. Alors, l'épilogue de toute cette bataille, ça a été en 1925, donc un petit peu après l'erreur d'Einstein ici. Ce qui a fait le déclic, c'est que Hubble, donc Edwin Hubble, qui est bien connu pour avoir pillé beaucoup de résultats de tous les astronomes qui étaient autour, mais avait quand même aussi une certaine vision pour les interpréter. Il a identifié des céphéides, donc ces étoiles variables, dans les nébuleuses proches, Messier 31 et Messier 33, qui sont des galaxies spirales. Donc il avait eu la bonne distance, c'est-à-dire 1 mégaparsec ou 3 millions d'années-lumière. Et donc ce n'étaient plus des nébuleuses, mais des galaxies. Et il interprète les vitesses positives de Slipher, toutes les vitesses, les nébuleuses qui s'éloignent de nous, donc les galaxies qui s'éloignent de nous, par l'expansion de l'univers en 1929. Donc ça, c'était une très grande avancée. Évidemment, il n'avait pas la bonne constante de Hubble, c'est-à-dire la constante qui relie la vitesse d'expansion à la distance. Il avait 500, aujourd'hui c'est 70, donc c'était 10 fois plus, mais il avait la bonne... Donc ça vous donne le contexte un peu historique de ce qu'on connaissait et qu'on ne connaissait pas, surtout qu'on ne connaissait pas en fait. Donc je rappelle quelques dates pour Einstein. Françoise l'a rappelé, 1905, c'est l'année merveilleuse où il y a tous les articles. Donc relativité restreinte pour ce qui nous concerne, E égale mc2 aussi. Et puis en 1915, cette relativité générale qui étend la gravité de Newton. La gravité n'est plus une force mais une déformation de l'espace. Donc il pensait même pas, c'est une expérience de pensée, il pensait qu'on n'avait pas besoin de le vérifier. On l'a vérifié à Eddington, mais Einstein était très indifférent à cette vérification. Il pensait que même si ça n'était pas vérifié, ce serait une erreur d'expérience, il était sûr de lui. Par contre, ce qu'il voulait, c'est est-ce que cette équation de la relativité, celle que je vous ai présentée, la géométrie de l'univers, fonction de la densité et l'énergie, est-elle vraiment l'équation qui va gérer l'univers? Donc ça, c'est très important, et c'était très important pour lui. À l'époque, on pensait que l'univers était statique. Donc il n'y avait pas de début, pas de fin. Tout était immuable sur la sphère céleste. Et donc, il a introduit cette constante par nécessité. Évidemment, ça enlaidissait complètement son équation. Il faut dire qu'à la même époque, il n'était pas le seul à essayer d'exploiter l'équation d'Einstein pour regarder le destin de l'univers. En 1917, De Sitter, donc des Pays-Bas, avait justement sauté sur l'occasion de ce lambda pour dire, bon, on peut résoudre cette équation si on suppose qu'il n'y a pas de densité dans l'univers est vide. Ça ne plaisait pas du tout à Einstein, puisque lui, Einstein, avait été baigné dans les idées de Mach, qui disait que finalement l'univers était dû à la matière qu'il contenait. Donc, il y avait une interaction entre les deux. S'il n'y a pas de matière, il n'y a pas d'univers en quelque sorte. Donc il y avait une interaction. Mais De Sitter prétend qu'on peut résoudre l'équation, avoir un univers en expansion et qui n'est basé que sur le lambda. Et en fait, il avait raison quand on regarde, c'est une prémonitoire. Aujourd'hui, nous sommes dans un univers qui a 70% d'énergie noire et bientôt 100%. Donc on va être dans un univers De Sitter très bientôt. Un univers qui a une expansion exponentielle avec une constante de Hubble constante. Donc prémonition alors que Einstein tourne en dérision les travaux de Wilhelm De Sitter. Vous voyez un petit peu ce petit cartoon ici où on voit Einstein qui dit « Mais alors, votre univers explose ?» Et De Sitter, ben alors, oui, il explose. On ne parlait pas encore de Big Bang. Le Big Bang a été inventé par Fred Hoyle, un Anglais qui était tout à fait contre l'existence d'un début de l'univers. Et à la BBC, dans les années 40-50, il professait un univers stationnaire, sans début ni fin. Et pour se moquer
des gens qui prétendaient qu'il y avait un Big Bang, ils l'avaient appelé Big Bang. Et finalement, ce nom est resté, mais c'était juste pour tourner en les yeux. Alors, d'autres personnes, à cette époque-là, essayaient de résoudre l'équation d'Einstein pour en déduire le destin de l'univers. Il y avait Friedman, le russe, qui avait écrit l'équation de Friedman, qui découlait de l'équation d'Einstein, et puis Georges Lemaître, qu'on ne reconnaît pas assez, mais qui avait aussi décrit l'expansion de l'univers et aussi l'existence d'un Big Bang. Il avait extrapolé dans le sens inverse et reconnu qu'il y aurait eu un moment où l'univers était très chaud et il y a un instant t égale 0 de l'univers. Et donc, voici ce qui était à l'époque. Donc, on parle de densité de l'univers, c'est ça qui crée la courbure de l'univers, et le destin de l'univers, c'est sa densité, combien de matière il contient. On parle en quantité sans dimension, pour simplifier. Oméga, on le divise de la densité de l'univers par la densité critique, qui est aujourd'hui 10-29 grammes par centimètre cube. Vous voyez, quelque chose de très, très dilué. Et si on est dans un univers très dense, il va être fini et de courbure positive. Alors là, il faut s'imaginer dans ce petit diagramme que l'univers, c'est la surface de la sphère. Le photon se déplace en ligne courbe, donc on a une courbure positive. Si par exemple on n'a pas assez de densité dans un univers infini, qui a une courbure négative, donc on peut s'imaginer comme une selle de cheval ici, où les photons se déplacent courbés. Et puis si on est juste à la densité critique, on a un univers plat. Et on sait qu'aujourd'hui nous sommes dans ce cas-là, un univers plat infini. Donc Einstein réalise son erreur, puisque en 1929, comme je l'ai dit, Hubble a découvert l'expansion de l'univers, d'où il change tout à fait son avis. Ce constante lambda qui enlaidissait son équation, elle est complètement inutile puisqu'on a une expansion. Il ne reviendra pas dessus. D'autres utiliseront ce lambda, on a vu de Sitter, mais lui, il ne veut plus en entendre parler. En quoi, deuxième erreur, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, on est obligé de faire revivre ce lambda. Donc il y a quand même des contradictions avec cet univers, ça ne marchait pas bien. L'âge de l'univers était tout petit, on sait que la constante de Hubble était de 500, ça voulait dire que l'âge de l'univers était 2 milliards d'années, c'était beaucoup plus petit que l'âge de la Terre déjà, avec les âges géologiques, donc il y avait quand même beaucoup de problèmes. Et quand même, avec de Sitter, ils se sont mis d'accord pour signer un papier en 1932, où il y a ce modèle qu'on appelle Einstein de Sitter, plat, et qui a pendant grande partie du XXe siècle, puisqu'on s'est mis à refaire renaître la constante lambda qu'il y a 20 ans, c'est-à-dire en 1998. Donc pendant de 1930 à 1998, les astronomes ont pris le principe du rasoir d'Occam en disant bon, on ne connaît pas ce que c'est que lambda égale 0. Alors pourquoi est-ce que vraiment Einstein a dit c'est ma plus grande erreur, biggest blunder? Un certain historien, Mario Livio, qui est astronome, qui a écrit des livres d'histoire, en doute, et il le met en doute dans ce livre, en 2014, Brilliant Blunders, de Darwin Einstein. Si vous êtes intéressé, je vous le conseille. Et il dit que les écrits, on a vu Einstein dire que c'était sa plus grande erreur, ils viennent tous de Gamov. Gamov, c'était un Russe qui vivait aux États-Unis et qui a apporté des grandes avancées sur le Big Bang. Mais il avait beaucoup d'humour. Par exemple, il a déterminé qu'il y avait une nucléosynthèse primordiale nécessaire dans l'univers. Pourquoi? Parce que les abondances des éléments légers, comme l'hélium, le deutérium, le lithium, nécessitent un petit quart d'heure d'univers où l'univers est très 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 chaud, des millions et des millions de degrés, pour former tout cet hélium, qui fait 10% en nombre et 24% en masse. Dans les étoiles, évidemment, l'hydrogène est brûlé en hélium, mais ça ne ferait que des traces. Et donc, il a écrit un papier révolutionnaire ici avec son étudiant Ralph Alpher. Mais il s'est aperçu tout d'un coup qu'il pouvait faire une blague assez énorme avec alpha, bêta, gamma, et il a introduit monsieur Hans Bethe, qui était un chercheur de l'Institut, pour faire alpha, bêta, gamma. Vous voyez un petit peu le genre d'humour qui est très célèbre avec Gamov, qui est très souriant ici aussi. Donc, il avait écrit plein de conférences de publications où il disait que Einstein parlait de sa plus grande erreur. Et donc, c'est de ça qu'on connaît. Alors, revenons un petit peu à cette constante cosmologique. En 1917, donc lambda est introduit. Quel était le modèle d'Einstein, en fait? Il avait un modèle fini, sphérique, c'est-à-dire une densité très forte, et stationnaire. Donc, il n'y avait pas d'instant t égale 0. La constante de Hubble était nulle.
Alors on a vu qu'il avait changé d'avis, mais vous voyez que la métrique qu'on utilisait à l'époque avait R de t. Pour Einstein, R de t, c'était R, le petit a. On va voir un petit peu, pour De Sitter, à la même époque, on a bien dit que c'était une densité nulle. Un R de t qui croît exponentiellement, avec H qui est fonction de ce lambda, justement, et qui peut être constant, si lambda est constant. Et aujourd'hui, nous sommes là, mais vous voyez qu'il y avait beaucoup de caricatures de Wilhelm de Sitter. On voit Wilhelm de Sitter ici en train de souffler dans un ballon. Et le commentaire ici vous dit qu'est-ce qui fait enfler le ballon? C'est juste rien du tout, lambda, c'est tout. Il n'y a aucune autre explication. Ça, c'est la caricature de Sitter. Mais il avait raison. Alors, comment obtenir un univers statique, hein? Voici les équations de Friedman qui sont tirées de l'équation d'Einstein. Vous voyez qu'ici, il y a R de t. Si R est variable, on a R point, la dérivée en fonction du temps et l'accélération. Pour Einstein, tout ça a été nul. Toute la gauche était nulle puisque R était constant. Et donc, il fallait bien un lambda pour égaliser tout ça. Vous voyez que ces deux équations, lambda devrait être fonction de la densité et de la pression. Je remets les quantités sans dimension, oméga, et vous voyez que la densité critique, c'est 3H2 sur 8pi, H étant la constante de Hubble. Donc je vous rappelle qu'au début, nous avions un âge de l'univers de 2 gigayears, enfin qui s'est amélioré depuis. Et puis, il faut signaler aussi que lambda, comme vous voyez, est homogène à C2 sur A2. Alors A, c'est aussi R de t, c'est la taille de l'univers qui enfle. Donc si lambda était assez grand, votre taille de l'univers était petite pour l'univers d'Einstein. Et c'est ce que va essayer de calculer, même en 1920, donc juste après la constante d'Einstein, Pauli, qui faisait de la mécanique quantique. Il s'était dit, oui, peut-être que ce lambda, c'est l'énergie du vide, ce que l'on pense aujourd'hui, peut-être. Et donc, on faisait des petits calculs. Alors, en mécanique quantique, chaque fois que vous avez un degré de liberté, donc vous avez peut-être un oscillateur harmonique dont on sait décrire en quantique son équation d'état, et vous savez que même s'il n'y a aucune excitation, l'état fondamental a une certaine énergie, qui sont les fluctuations du vide, donc avec oméga, H oméga, qui est oméga la fluctuation, la fréquence de cet oscillateur. Donc on peut essayer de sommer, et c'est ce qu'avait fait Pauli, sommer cette énergie sur tous les degrés de liberté possibles, avec une sphère oméga 2 d'oméga pour intégrer. Vous voyez que ça nous donne oméga 4. Mais jusqu'où on intègre? Ça, c'est le gros problème. Alors, il avait pensé qu'on pouvait intégrer jusqu'au rayon de l'électron, ce qui était assez réaliste, vu qu'on connaissait que ces particules-là. Et il avait trouvé une énergie lambda si grande que le rayon de l'univers était de 31 km. Vous voyez, c'était justement la boîte de Pandore que ne voulait pas ouvrir Einstein. On a les mêmes problèmes aujourd'hui, hein. On va y revenir. Donc, que sait-on aujourd'hui? Donc aujourd'hui, nous avons une matière ordinaire, donc proton, neutron, baryon, ce qu'on appelle baryon, les éléments lourds, qui est de 5% du tout. On a une matière noire, on ne va pas parler beaucoup de matière noire aujourd'hui puisqu'on parle de l'énergie noire, de lambda, mais on a une matière noire dont on ne sait absolument pas ce que sont ces particules, mais dont on a la manifestation par sa gravité, elle fait 25%. Et puis cette énergie noire, que l'on a découvert depuis une vingtaine d'années, qui fait 70% et qui est équivalent au lambda de Einstein. Ici. Alors, je reprends les équations du rho critique ici. Ceci, c'est aujourd'hui. Ce que je voulais montrer ici, c'est que cette énergie noire que l'on a découvert, elle n'est pas là depuis très longtemps. Enfin, elle est là depuis 5 milliards d'années seulement. Au début, l'univers était en expansion décélérée. On s'attend à ce que l'expansion soit décélérée, puisqu'il y a surtout la gravité qui décélère l'expansion. L'univers a une certaine impulsion, il démarre et puis ensuite il retombe sur lui-même grâce à la gravité qui est une force d'attraction. Donc on pensait que tout était décéléré et c'est en effet ce qui arrive au début de l'univers. Alors qu'est-ce qu'on a par exemple à 100 millions d'années, c'est-à-dire tout début de l'univers? Eh bien on a beaucoup de matière noire ici, de la matière ordinaire et puis le rayonnement qui n'est pas encore dominé. Au début, lorsqu'on est dans le premier quart d'heure, on est complètement dominé par le rayonnement. Donc il n'y a que le rayonnement. Ensuite, le rayonnement va décroître en 1 sur R4 si R est la taille de l'univers. La densité va décroître comme 1 sur R3 dans l'expansion. Et puis la constante, eh bien, tout ce qu'on sait de cette constante lambda, c'est qu'elle est presque constante en effet. Donc si tout le reste décroît en 1 sur R3 et la constante est constante, on voit bien que dans 10 fois l'âge de l'univers, on va avoir 100%. Et donc on est bien dans l'univers de De Sitter, l'univers qui a une exponentielle, qui croît exponentiellement. Donc on va devenir de plus en plus dilué et on ne va plus voir de galaxies. Ça c'est très triste. Pour l'instant, on a encore Andromède en temps 3, mais pour l'instant, bientôt, on n'aura plus rien. Donc De Sitter avait raison. Alors comment on sait tout cela?
On sait tout cela grâce surtout aux vestiges de ce Big Bang. L'univers était très chaud au départ. On a un vestige qui est un rayonnement de corps noir. Et ce corps noir, aujourd'hui, est à 3 degrés Kelvin, c'est-à-dire 2,7 mètres plus précisément, ou bien en degrés Celsius à moins 270, donc quelque chose d'assez froid. Et ce corps noir, à cette température-là, rayonne à 2 mm de longueur d'onde, les micro-ondes, les ondes que vous avez dans votre four micro-ondes. Donc ce que vous avez sans doute vu très souvent dans les médias, cette vue du ciel dans micro-ondes. Et ça, c'est très précieux, car il s'agit de la carte de l'univers lorsqu'il avait 300 ou 400 000 ans, après le Big Bang. Il était très très homogène. On a soustrait tous les avant-plans. Et là, on a des petites fluctuations à 10-5, c'est-à-dire les trous et les bosses ici, ils sont que 1 10-5 du degré zéro. On a des petites fluctuations, et c'est ces petites fluctuations qui vont devenir les galaxies et les grandes structures. Et ce que vous voyez ici, c'est le spectre de puissance de ces petites fluctuations en fonction de la taille, leur taille en angle ou alors en multipôle. Donc vous voyez qu'il y a des gros trous ici, on va avoir de l'ordre de 1 degré, ou etc. Et puis des tout petits, donc ça c'est la fréquence en angle. Et ce que l'on voit, c'est qu'on a des ondes acoustiques. Et c'est de là que viennent toute notre connaissance de l'univers. Ces ondes acoustiques, à quoi que ça correspond? Ça correspond au fait qu'au début de l'univers est très ionisé, la température est très chaude. On a un plasma de protons, électrons et des photons. Et les photons et les baryons sont en équilibre. On ne peut pas se concentrer, on ne peut pas former de structure par la gravité, car il y a la section Thomson qui couple les photons et les baryons. Et donc ils sont en équilibre, ils font des ondes sonores. Et donc la plus grande onde sonore, puisque là 1 degré c'est les grands, après c'est les petites, la plus grande onde sonore c'est l'horizon sonore. C'est la distance parcourue par le son, qui est dans un plasma pour vitesse c sur racine de 3. Et cette plus grande distance, donc horizon sonore, à 300 000 ans, c'est bien connu, c'est 150 kPa. Et donc on note, vous voyez un peu les mesures de Planck, le satellite Planck qui a été lancé en 2013. Et les barres d'erreur, vous ne les voyez pas, elles sont comprises dans le petit symbole. Donc vous voyez qu'on a une précision énorme sur cet angle. Et c'est pour ça qu'on peut en déduire, par exemple, que l'univers est plat, ou l'âge de l'univers, 13,8, et ainsi de suite. Pourquoi? Alors, par exemple, pour l'univers plat, c'est très facile à expliquer, donc je vais expliquer en 2 mots. Ici, vous avez l'échelle angulaire, on détecte le premier pic, l'horizon sonore, on connaît la taille. On va se servir de cette taille pour justement écrire l'équation d'état de l'énergie noire, je vais le dire tout à l'heure, parce qu'on a cet horizon, et puis cette taille, lorsqu'il y a recombinaison des protons et des électrons en atomes d'hydrogène, cette taille va être gelée. On l'appelle la taille des oscillations acoustiques baryoniques, elle va être gelée, et puis elle va suivre l'expansion. Donc en mesurant un grand nombre de galaxies, on va pouvoir mesurer l'histoire de l'expansion de l'univers. Donc ça, c'est très important. Alors par exemple, on a cette taille-là, qui à la recombinaison vaut 150 kPa, et c'est une règle standard, en quelque sorte. On la connaît très bien. Et puis, on la regarde aujourd'hui. Alors, vous voyez que si les photons vont en ligne droite, on aura 1 degré, et si les photons sont courbes, on aura un angle plus petit. Donc, ça va être décalé ici. Et donc, comme les barres d'erreur sont très, très faibles, on sait que l'univers est plat à une très grande précision. Donc, voilà d'où on sort toute notre connaissance de l'univers que n'avait pas Einstein à l'époque. Il ne pouvait pas se douter de ceci. Alors, maintenant, on sait que la matière ne peut faire... La matière, on l'a parce que dans les amas de galaxies, on a beaucoup de moyens d'avoir la masse totale. On a les lentilles gravitationnelles, par exemple, on a les vitesses, etc. Et on sait que la masse totale ne peut pas être plus que 30% du total. Donc on sait bien que l'énergie noire, il nous en faut de 70%. Je reviendrai aussi pour les supernovae tout à l'heure. Mais pour l'instant, ce vide quantique, cette interprétation du lambda d'Einstein, eh bien, on peut le refaire au vu de toutes les connaissances qu'on a acquises. Enfin, ce que Pauli l'avait fait en 1920, mais là, on a maintenant la chronodynamique quantique, on a beaucoup de choses en physique quantique. Donc on peut essayer de refaire. Alors on a mesuré, et cette mesure de lambda est fondamentale, je vais le décrire un peu plus tard avec les supernovae, on a mesuré la densité d'énergie nécessaire dans l'univers, et c'est 70% de cette densité critique de 10-29 grammes par centimètre cube. Alors si vous exprimez ça dans les unités des physiciens des particules, vous l'avez en GeV4 sur C, hein, H bar égale C égale 1, bien sûr, et donc vous voyez qu'on a 10-47. Et quand on somme tous les degrés de liberté de l'énergie du vide, comme le faisait Pauli, eh bien, on ne sait pas évidemment où on s'arrête. On peut s'arrêter à l'échelle de Planck. À ce moment-là, on a 10 puissance 120 fois l'énergie mesurée, ce qui est énorme.
ou alors on s'arrête à l'interaction électrofaible, 10 puissance 56, ou bien alors le plus qu'on peut faire, c'est 10 puissance 41. On a toujours au moins 40 ou 50 ordres de grandeur qui ne marchent pas. Donc on est toujours coincé, hein, même 100 ans après Einstein. Donc on peut aussi se dire, bon, eh bien peut-être que finalement Einstein avait raison, c'est une constante, et il faut rajouter, donc on a une constante à gauche, et puis on rajoute une densité d'énergie du vide à droite, et à ce moment-là, les deux vont s'annuler jusqu'à 10-40. C'est vraiment une coïncidence terrible, et je pense que personne ne va l'accepter. Certains avaient pensé aussi que les fermions dans cette énergie du vide comptaient pour positif et le boson négatif. Donc on pourrait penser à une supersymétrie pour compenser. En fait, cette supersymétrie, bon, elle est brisée complètement, et puis ensuite, on ne l'a pas vraiment observée au CERN et au LHC. Donc ça ne paraît pas très prometteur non plus. Alors on peut peut-être poser la question, est-ce que vraiment cette énergie du vide, on est sûr qu'elle existe? Eh bien oui, elle existe. On l'a mesuré, l'effet Casimir par exemple. Casimir a mesuré cette force entre deux plaques dans le vide. On sait qu'il y a des photons, des fluctuations du vide un peu partout, mais entre les deux plaques, il faut qu'il y ait une résonance de réflexion. Donc il y a moins de photons et donc finalement les plaques s'attirent. Ça, été mesuré, ça a été fait récemment. Il y a eu encore d'autres mesures beaucoup plus fines avec des boules. Donc pas de problème, ça existe. Donc on ne peut pas se reporter là-dessus. Est-ce que le lambda E qu'on a mesuré existe aussi? Eh bien oui, non seulement il y avait Planck, comme je l'ai dit, mais il y a surtout, et c'est ça qui a été la révolution en 1998, par les supernovae. Alors pourquoi les supernovae? Les supernovae sont aussi une chandelle standard, un peu comme les céphéides que je vous ai dit. Les céphéides ne vont pas aussi loin, enfin aujourd'hui elles commencent à aller aussi loin, mais les supernovae sont encore plus brillantes. Lorsque vous avez une supernovae, vous avez autant de luminosité dans la supernovae, qui est une étoile, que dans toute la galaxie. Donc ça vous permet d'aller très loin et d'aller justement dans les redshifts. Alors on mesure les redshifts, comme le décalage vers le rouge, dans l'expansion de l'univers. Ces redshifts, on arrive à 0,16 à 0,62, et on sait que c'est à 0,5 que l'accélération de l'univers va repartir. L'expansion de l'univers va repartir accélérée. Donc Ries et al., deux équipes, en 1998, ont publié des résultats qui étaient coïncidents et qui montraient que l'univers allait en expansion accélérée. Alors pourquoi? Bon, voici une illustration de cet état de fait. Qu'est-ce que c'est que ces supernovae de type 1A? Pourquoi elles sont si précieuses? En fait, ce ne sont pas des chandelles vraiment standards, mais standardisables. Ce qui est montré ici, ce n'est pas des supernovae comme la fin de vie d'une étoile, comme par exemple la supernovae de type 2, qui est le crabe, que les Chinois ont observé en l'an 1000 et puis qui est aujourd'hui un pulsar, le pulsar du crabe, qui est un prototype. Ce n'est pas ça du tout. Ce sont une étoile binaire avec une naine blanche. C'est un peu comme ce que deviendra le Soleil, donc une naine blanche. Et si le Soleil était binaire, on aurait une supernova de type 1A peut-être. Donc là, la binaire là, a une enveloppe. Elle va perdre un peu de sa masse lorsqu'elle va sortir de l'aube de roche ici, dans l'interaction de marée. Et finalement, lorsqu'elle tombe sur la naine blanche, il y a une explosion. Et cette explosion va être toujours un petit peu la même, standard, universelle, grâce à la radioactivité des éléments et surtout le nickel. Alors ce qu'on voit, c'est que, évidemment, on ne l'a pas au début, parce qu'elle n'est pas très brillante, on la pique au vol ici, et puis elle a un pic de luminosité, et puis elle retombe. Donc cette courbe de luminosité dure à peu près un mois, 20 jours ici, et c'est la durée est proportionnelle à la luminosité intrinsèque du pic. Vous voyez qu'il y a plusieurs durées, plusieurs pics, mais il y a une relation de proportionnalité entre la durée et le pic, un peu comme pour les céphéides. Et c'est ça qui nous sert de chandelle standard. Pourquoi? Parce que dans l'univers, quand on veut avoir la distance d'un objet, on se sert de l'expansion de l'univers. On a le décalage vers le rouge et on a la distance de la galaxie. Évidemment, si on veut travailler sur l'expansion de l'univers, il faut avoir une distance indépendante de l'expansion, indépendante du redshift. Donc. Et c'est ça qu'on a. On a le redshift de la supernovae, puisqu'on a les raies dans la supernovae, donc on sait à quel redshift ils sont. Et ensuite, on a une distance indépendante du redshift. Et c'est là qu'on s'est aperçu qu'au lieu d'être à la distance de leur redshift, elles étaient beaucoup plus loin, ces supernovae. D'où l'expansion qui s'accélère. Alors on a eu beaucoup de doutes, parce que ces supernovae, elles auraient pu très bien avoir de la poussière et être plus faibles en luminosité parce qu'elles étaient poussiéreuses. En fait, elles étaient plus bleues. Et finalement, il y a eu énormément de travaux. On a des centaines de supernovae aujourd'hui, donc il n'y a pas de problème, c'est tout à fait sûr. Voici un petit peu une illustration de ce miracle des supernovae. Vous voyez un peu que lorsqu'il y a une supernovae qui éclate dans une galaxie ici, même très très lointaine, c'est-à-dire lorsqu'on va presque à la moitié de l'âge de l'univers, on arrive à la détecter une étoile toute seule. Alors que la galaxie a 200 milliards d'étoiles. Donc c'est vraiment très important. Vous voyez ici une galaxie et hop, on a détecté cette supernovae ici.
Donc, c'est très important, et c'est pourquoi en 2011, les deux groupes ici qui avaient découvert cette distance des supernovae et l'accélération de l'expansion de l'univers, donc Saul Perlmutter, Adam Riess et Brian Schmidt, ont reçu ce prix Nobel. Voici un peu la traduction de leurs résultats. Vous avez la distance en fonction du redshift. Vous voyez que si c'était une expansion normale de Hubble, on aurait cette courbe-là, et on voit que ça s'en défait. Alors, vous là, c'est très petit, mais il faut regarder le résidu, lorsque vous avez soustrait la principale expansion, et vous voyez que, alors ça c'est le résultat historique, on en a beaucoup plus aujourd'hui, c'est beaucoup plus précis, mais déjà en 1998, on avait ça, et vous voyez que entre plusieurs modèles, un univers plat, mais uniquement fait de matière, sans lambda, on a ceci. Ici, oméga m égale 0,2 et 0,8, on a ceci, et oméga 0,3, 0,7, c'est-à-dire ce qu'on croit aujourd'hui, c'est là. Donc on voit bien que les points, même brillants, pointent tous vers oméga lambda égale 0,7. Alors ça a résolu aussi pas mal de problèmes, parce qu'il y avait une petite crise avant 1998. On avait, en 1992, eu les résultats de Kobe, qui était un précurseur de Planck, et mesuré le fond cosmologique du Big Bang, et on avait vu que finalement, les galaxies, on avait vu que les fluctuations étaient très très petites, de 10-5, et qu'il fallait énormément de matière noire, mais on avait un petit peu une quantité de matière noire, et aussi on avait la platitude de l'univers. Donc si vous avez une expansion simple ou une expansion accélérée, vous voyez que l'âge de l'univers est complètement différent. Ici, ce qu'on mesure, c'est le présent. Ici, le passé et le futur. Le présent, c'est la taille de l'univers à ce moment-là. Vous voyez que s'il y a une décélération, l'âge est beaucoup plus petit, et une expansion simple, on en était là à cette époque-là. Et là, tout d'un coup, l'univers est devenu plus long et a pu être plus âgé que toutes les étoiles et toutes les planètes qu'il contenait, ce qui n'était pas le temps à l'époque. On avait encore à cette époque-là des étoiles plus vieilles que l'âge de l'univers pressenti. Donc là c'est fini, on n'a plus de problème. Les étoiles les plus vieilles sont toujours moins vieilles que l'univers. Donc ça a résolu tous ces problèmes. Alors voici maintenant ce que l'on peut déduire du destin de notre univers. Nous avons un Big Bang. L'expansion est décélérée d'abord parce que la matière qui a une attraction domine. Et puis, très peu avant le présent, ici, on a cette énergie noire qui a une force répulsive, une pression négative en fonction d'une énergie positive. Et donc, on a cette répulsion. Alors, si on extrapole ce que l'on connaît, c'est-à-dire moins 1, P égale moins 1 ρ, à ce moment-là, on aura cette courbe-là. Mais il faut être prudent. On a extrapolé beaucoup dans le passé, et donc on ne sait pas trop si certains astronomes, en fait, encore que ce soit la minorité, prétendent qu'il y a un univers cyclique avec des Big Bang et des Big Crunch, encore soutenu. Donc il est encore possible qu'il y ait ceci, ou encore un Big Rip, c'est-à-dire que très très vite, toutes les galaxies s'éloignent très très vite de nous, et même on pourrait détruire la Voie lactée et mettre les étoiles à nu, ce qui n'est pas un destin très très enviable. Alors, pour en finir avec l'état actuel de la science, où est-ce qu'on en est, les avancées récentes? Alors, évidemment, c'est Planck qui a donné énormément de résultats, qui a confirmé tout le résultat de Kobe et de WMAP avec une très très grande précision. On a les variables que l'on se pose là, ici. Oméga m, c'est-à-dire la quantité de matière qu'il y a dans l'univers. Oméga lambda, la quantité d'énergie noire. Vous voyez qu'en orange, c'est la contrainte de Planck qui vous dit que l'ensemble fait 1, c'est-à-dire que l'univers est plat. On se trouve ici. Les supernovae, on en a de plus en plus, on en a des centaines, et donc ça nous permet d'avoir une contrainte ici. Et puis, ce qu'on a en vert, c'est ce dont je parlais, c'est-à-dire les baryonic acoustic oscillation, c'est-à-dire qu'on va mesurer les baryons, c'est-à-dire beaucoup de galaxies, des millions et des milliards de galaxies, et on va pouvoir savoir quelle est la taille de l'horizon sonore à plusieurs époques. Et on a ce W, puisqu'on sait que P égale W rho, c'est ce W qu'on veut savoir, parce que soit on a une constante et W égale moins 1, une constante, c'est fini, soit W varie avec le temps. Alors pour l'instant, c'est moins 1, vous voyez un peu les barres d'erreur. Il y a tout de même, ça tend à frémir un peu, il y a des problèmes, des tensions qui se produisent avec Planck. Sur la constante Hubble, par exemple, la constante Hubble est continuellement en train d'être mise à jour par les céphéides, qui sont de plus en plus loin, avec des instruments de plus en plus précis. Et l'observation directe, par l'expansion directe de H0, nous donne 72, 73 km par seconde par mégaparsec.
Or, les résultats de Planck nous donnent 67. Donc il y a quand même une tension qui veut dire que peut-être il y a un peu de nouvelle physique qui va se produire. Par exemple, la valeur de H0 donnée par Planck est très indirecte. Elle fait la somme de beaucoup de paramètres, par exemple la masse des neutrinos, etc. Peut-être qu'il y aurait des neutrinos stériles, etc. Donc vous voyez que maintenant, les diverses contraintes ne se recouvrent plus. Donc ça, c'est un peu l'espoir, hein, l'espoir que ça ne marche pas et qu'on ait de la physique nouvelle, parce que pour l'instant, on est quand même un petit peu en crise, on ne sait pas dans quelle direction aller rechercher. Il y a tout de même ce problème de fine-tuning, je vous disais. Si on le met en fonction du log de la taille de l'univers, c'est encore plus critique. C'est-à-dire que l'influence de l'énergie noire est pratiquement nulle jusqu'à très récemment, nous sommes ici, et puis bientôt, elle va devenir dominante. Pourquoi nous sommes là, à la croisée des chemins? Pourquoi c'est juste? Est-ce que c'est une coïncidence ou pas? Ça, pour l'instant, c'est le modèle standard nous dit ça, mais certains, comme Carole par exemple, disent que ce n'est pas très naturel. Donc, y a-t-il d'autres solutions? Alors, il y avait une solution, mais je pense qu'elle n'est pas très valable, de dire que nous sommes dans un univers inhomogène. Alors, d'abord, nous sommes peut-être dans une bulle qui est en expansion, et ça a été dans les débuts annoncé, mais ce n'est pas vrai du tout, parce que maintenant, on va jusqu'à la moitié, jusqu'au Big Bang, et dans tout l'univers, on voit qu'on n'est pas dans une bulle spéciale. Par contre, il y aurait un problème, c'est que quand on essaie de faire des prédictions, on prend les équations d'Einstein dans un univers homogène. C'est-à-dire qu'on prend une métrique très homogène, et ensuite on écrit ces équations. Mais évidemment, il y a à peu près 5 milliards d'années, l'univers est complètement non linéaire, ce qui n'était pas vrai au départ. Et cette non-linéarité, c'est justement le moment où l'énergie noire commence à dominer. Donc cette coïncidence a fait penser à plusieurs personnes, comme Bichert, que peut-être il y aurait une réaction de l'inhomogénéité sur l'équation d'Einstein et qu'il faudrait en tenir compte, cette back réaction. En fait, il ne semble pas, d'après les simulations faites, que ce soit une voie vraiment très prometteuse, mais bon, on ne sait jamais. Et puis, je vais présenter dans les minutes qui restent l'avenir, les perspectives. Qu'est-ce qu'on va faire pour justement savoir quelle est la nature de ce lambda, la nature de l'énergie noire? Est-ce que c'est une constante ou quelque chose de dynamique, une énergie du vide, comme supposait Einstein? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va lancer ce satellite Euclide, satellite de la l'ESA européen, qui va travailler dans le visible et le proche infrarouge. Pourquoi? Parce que, comme je le faisais remarquer, là, si on regarde la variation du rayon de l'univers, on voit bien que ça se décélère jusqu'à z égale 0,5. Z égale 0,5, ça veut dire que c'est le delta lambda sur lambda. Vous voyez que c'est ce domaine-là qu'on voudrait connaître. Ce n'est pas la peine d'aller très loin parce qu'ici, il n'y a pas d'énergie noire, donc on ne verra pas grand-chose. Ce qu'on veut, c'est ça. Et ensuite, on voit que ça s'accélère aujourd'hui. Donc on veut aller dans ce domaine-là. Et donc, avec 0,5, c'est le visible et l'infrarouge. Donc on va lancer un satellite dans l'espace, un successeur du télescope spatial Hubble, justement, qui va, contrairement à Hubble, qui a regardé des petits ans très très profonds, mais tout petits, 3 minutes, on n'a pas fait du tout le ciel. On va lancer un satellite qui va regarder tout le ciel, un satellite spatial qui va faire 15 000 degrés carrés, c'est-à-dire tout le ciel visible pour lui. Alors, il va y avoir 5 outils pour déterminer la nature de l'énergie noire. Alors, un premier outil, c'est cette oscillation baryonique acoustique dont je vous ai parlé. Simplement, l'horizon sonore de l'univers qui a imprimé une structure dans les baryons et qui est gelée ensuite dans les baryons lorsque les galaxies, les amas se forment. On l'a déjà détecté avec 50 000 galaxies, mais vous voyez, c'est très bruyant. On a la fonction de corrélation des galaxies, on voit une toute petite bosse qui correspond à cette oscillation baryonique acoustique, on l'a ici. Mais là, on va avoir 12 milliards de galaxies. On va avoir une précision énorme. À chaque redshift, on aura la taille de cette oscillation baryonique acoustique et on va pouvoir en déduire avec grande précision l'histoire de l'expansion de l'univers. On va aussi mesurer les amas de galaxies. Avec ces 12 milliards de galaxies, on va pouvoir savoir combien il y a d'amas et à quelle époque dans le temps, puisqu'on voit jusqu'au Big Bang. Donc ici, vous voyez que le degré, le taux à laquelle se forment les amas de galaxies est fonction de oméga, m, fonction de lambda, et fonction de h, etc. Mais surtout fonction de la gravité modifiée, parce que finalement, lorsqu'on s'est aperçu qu'il y avait de la matière noire et de l'énergie noire, on se demandait, tout ce secteur noir qui est 95% du contenu de l'univers, est-ce qu'on ne se trompe pas et que peut-être il y aurait une gravité modifiée? Il faudrait peut-être étendre la gravité d'Einstein, la relativité générale, ça fait 100 ans qu'elle est valable. D'accord, elle est valable tout à fait
extrêmement bien dans le système solaire, mais dans l'univers qu'en sait-on, puisqu'il n'y a que l'astrophysique qui peut tester cette gravité. Donc cette gravité est maintenant modifiée par beaucoup de monde, modifiée à grande échelle, modifiée à petite échelle, pour les galaxies, pour la matière noire, pour l'énergie noire. Et donc l'observation de ces galaxies va nous donner des réponses sur la modification de la gravité. On va justement calculer ça avec le facteur de croissance. Vous voyez un petit peu une petite simulation qui montre comment, à partir de l'homogénéité du début de l'univers, vous pouvez former ces structures, ces filaments, et puis ces galaxies, ces amas de galaxies. Ça, c'est une simulation. Évidemment, on peut le faire avec une gravité modifiée, et on l'aura, les amas, plus tôt. Et donc, il faut absolument qu'on les mesure. On les mesurera aussi par les lentilles faibles, les lentilles gravitationnelles, qui sont un outil extrêmement puissants qui permettent de cartographier la matière noire et donc aussi l'énergie noire par recul. Les amas de galaxies qui font des perturbations de redshift dans l'espace. Donc ça, c'est deux outils. Les lentilles gravitationnelles, j'aimerais justement vous montrer ce que l'on connaît aujourd'hui. Par exemple, avec le Hubble Space Telescope, depuis 2010, on a détecté ce nombre de galaxies, de lentilles fortes. Ce que vous voyez ici, c'est une galaxie jaune qui est la lentille, et puis un arc qu'on appelle arc d'Einstein, justement, et qui est bleu, parce que c'est une galaxie d'arrière-plan, qui est assez bleue, et qui est complètement déformée. Normalement, c'est une galaxie ponctuelle, elle est complètement déformée, puisque le rayonnement passe de chaque côté de la lentille et forme un anneau. Donc vous voyez qu'on a un certain nombre, mais pendant 10 ans, on a eu ça dans le ciel. Et lorsqu'on aura Euclide, vous voyez que ce petit slack va se trouver là. En 2 mois, on aura le calcul de 10 ans de Hubble, en 2 mois. Et puis en 66 mois, parce qu'en fait, il ne va pas durer comme Hubble, il va durer que 5 ou 6 ans, on aura tout ça. Donc ça, c'est pour vous dire la puissance d'Euclide. On va aussi mesurer cet outil-là, cet effet de Sachs-Wolf, quel effet? C'est que lorsque les photons tombent dans leur parcours entre le Big Bang et nous, le photon passe dans un amas de galaxies, une grande structure. Vous voyez que l'espace est courbé, comme le montrait Einstein. Et puis, le photon, quand il tombe dans un puits, il s'accélère, il va toujours à la même vitesse, mais il devient bleu, il a plus d'énergie. Et s'il n'y a pas d'énergie noire, il ressort et puis il redevient rouge comme avant. Par contre, s'il a de l'énergie noire, l'expansion de l'univers a diminué le puits et il ressort bleu. Et ça, on l'a mesuré une fois, on va le mesurer beaucoup de fois. Donc finalement, voilà, je termine. C'est le fameux satellite Euclide qui va être lancé en 2021, dans 3 ou 4 ans maintenant, au point de Lagrange, avec 12 milliards de galaxies et 50 millions de spectres. Voici une simulation, et j'en termine avec cette conclusion qu'on va déterminer avec tous ces outils vraiment la solution au problème d'Einstein. Est-ce que vraiment il y a un lambda? Est-ce que c'est une constante? Est-ce que ça sera dynamique ou pas? En tout cas, ce que je voulais souligner, c'est que l'Europe est dominante. Les États-Unis ont un satellite comme ça, mais il est très très en retard. Et qu'une fois qu'on aura déterminé cette lambda, il y aura plein d'autres choses. C'est ce qu'on appelle l'héritage. Avec 12 milliards de galaxies, on peut faire toute la formation des galaxies et beaucoup de choses. Donc ça ne va pas s'arrêter là. Merci.